Ce soir-là, dans cette salle de réunion aux murs de verre, j'ai compris qu'une seule phrase pouvait détruire 20 ans de silence. Les pauvres ne s'assoient pas ici. C'est en portugais qu'il l'a dit, devant tout le monde, devant le PDG, devant les actionnaires et devant moi. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas répondu. J'ai simplement souri, parce que parfois, le silence est la plus élégante des réponses. Je m'appelle Isaline de Beaumarchais, j'ai 60 ans. Et ce que je vais vous raconter, je l'ai porté seule pendant des années. Pas par honte, par dignité. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont trop vraies. Pendant longtemps, j'ai cru que le silence protégeait ceux qu'on aime, que si je me taisais, ma fille serait heureuse, que si je restais dans l'ombre, elle brillerait davantage. Je me trompais. Cette histoire commence il y a 6 ans, ou peut-être bien avant. Peut-être le jour où Graciel m'a présenté Théomir pour la première fois, dans ce restaurant du 16e arrondissement où il avait réservé la meilleure table. Il portait une montre trop voyante, un costume impeccable, un sourire poli, et dans ses yeux, cette lueur que je connaissais bien. Celle des hommes qui mesurent tout, le prix, la valeur, le rang. Ce soir-là, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu simplement « Je travaille dans la gestion ». Il a hoché la tête, déjà ailleurs. Graciel a posé sa main sur la sienne. Elle rayonnait. Et moi, j'ai bu mon thé en silence. Parce que certaines choses, on ne les annonce pas. On ne dit pas « Je suis actionnaire majoritaire d'une entreprise de conseil en investissement ». On ne dit pas « Cette réunion à 20 millions d'euros, c'est moi qui l'ai validée ». On ne dit pas « Ton futur mari négocie avec une entreprise que je dirige depuis 15 ans ». On sourit, on écoute et on observe. Aujourd'hui, je sais que j'aurais dû parler, que le silence n'est pas toujours de la sagesse, qu'il peut aussi être une prison. Mais ce soir-là, dans cette salle de réunion, quand il a dit ces mots « Gente pobre non santa acquis », quelque chose s'est brisé. Pas ma dignité, pas mon calme, mais cette illusion que j'avais construite pendant des années, que ma fille m'aimait encore, que ma discrétion était une preuve de force, que le respect se gagnait par le silence. Le PDG a levé les yeux vers moi. Il a murmuré quelque chose à Théomir, et pendant 5 secondes, 5 longues secondes, mon gendre est resté figé, comme s'il venait de comprendre. Mais il était déjà trop tard. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Il y a des souvenirs qu'on garde comme des photographies. Nets, précis, douloureux. Le jour où Graciel est né, c'était un mardi de septembre 1987. Il pleuvait sur Paris. Je me souviens de la pluie contre les vitres de la clinique, de mes mains tremblantes, de ce premier cri qui a tout changé. Elle était petite, fragile, parfaite. Et moi, j'étais seule. Son père était parti 6 mois avant sa naissance. Pas par lâcheté, par indifférence. Il avait dit « Ce n'était pas prévu. Je ne suis pas prêt. » Comme si un enfant était un projet professionnel qu'on pouvait reporter. Je ne l'ai jamais revu. Et je ne l'ai jamais regretté. Graciel a grandi sans père, mais pas sans amour. J'ai travaillé pour 2. J'ai renoncé aux sorties, aux voyages, aux robes neuves. Tout ce que je gagnais, c'était pour elle. Les cours de piano, les vacances en Bretagne, l'école privée. Je voulais qu'elle ait ce que je n'avais pas eu. La stabilité, l'éducation, la fierté. Pendant des années, nous avons été 2. Juste elle et moi. Le soir, après le dîner, elle s'asseyait sur le canapé et me racontait ses journées. Les disputes avec ses camarades, les notes en mathématiques, les garçons qu'elle trouvait beaux. Je l'écoutais, je riais avec elle, je la serrais dans mes bras quand elle pleurait. À cette époque, je travaillais comme assistante comptable dans une petite entreprise de conseil. Les horaires étaient longs, le salaire modeste, mais j'étais là tous les soirs à 18 heures, pour elle. Graciel était brillante. Elle a obtenu son baccalauréat avec mention, puis une licence en économie, puis un master. Je la regardais grandir et je me disais « Tu seras plus forte que moi, tu n'auras besoin de personne. » Mais quelque chose a changé. Pas d'un coup, lentement, comme une fissure qu'on ne voit pas tout de suite. C'était en 2015. Graciel avait 28 ans. Elle venait d'être embauchée dans un cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine. Elle rentrait le soir et me parlait de ses collègues, de leur voiture, de leurs montres, de leur week-end à Deauville. Elle disait « Maman, ils vivent autrement. » Je répondais « Mais toi aussi, tu vis bien. » Elle détournait les yeux. Un soir, elle est rentrée avec un bouquet de roses blanches. Elle souriait. Elle a dit « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur s'est serré. Pas de jalousie. Juste cette intuition. Celle des mères qui savent avant de savoir. Il s'appelait Théomir. Théomir Costa, 32 ans, consultant senior, diplômé de HEC.
Il venait d'une famille brésilienne installée en France depuis 2 générations. Son père était promoteur immobilier, sa mère, avocate fiscaliste. Des gens bien placés, comme disait Gracielle. La première fois que je l'ai vu, c'était dans ce restaurant du 16e arrondissement. Le genre d'endroit où les nappes sont en lin et les serveurs portent des gants blancs. Théomir est arrivé en retard. Il a embrassé Gracielle sur les 2 joues, puis il m'a tendu la main, ferme, brève, professionnelle. Il m'a posé des questions polies. « Vous habitez où, Madame de Beaumarchais ?»« Dans le 19e. » Il a hoché la tête. Gracielle a souri, gênée. Il a ajouté « C'est un quartier animé. » J'ai compris le sous-entendu. Animé, populaire, ordinaire. Pendant tout le dîner, il a parlé de lui, de ses projets, de ses clients, de ses ambitions. Il voulait ouvrir son propre cabinet dans 3 ans. Il voulait acheter un appartement avec vue sur la Seine. Il voulait réussir. À la fin du repas, il a payé l'addition avec sa carte Gold. Il a dit « C'est moi qui invite, bien sûr ». Gracielle l'a remercié avec des yeux admiratifs. Moi, j'ai souri poliment. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai senti un poids sur la poitrine. Pas de la colère, de la tristesse, parce que je venais de comprendre quelque chose. Ma fille était amoureuse, mais pas de lui, de ce qu'il représentait. Le statut, le prestige, la distance avec notre ancienne vie. Et moi, j'étais devenu un rappel de ce qu'elle voulait oublier. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les fiançailles ont été annoncées 6 mois plus tard. C'était en mars 2016. Gracielle m'a appelé un dimanche matin. Sa voix tremblait d'excitation. « Maman, il m'a demandé en mariage. » J'ai dit « Félicitations, ma chérie. » Elle a dit « Tu es contente ?» J'ai répondu « Si tu es heureuse, je le suis aussi. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'était ce qu'une mère devait dire. Le mariage a été célébré en septembre 2016, un samedi ensoleillé, dans un château près de Fontainebleau. 250 invités, des roses blanches partout, un orchestre de jazz, une robe de mariée à 8 000 €. Gracielle était magnifique, elle rayonnait. Et moi, j'étais assise au premier rang, dans une robe bleu marine que j'avais achetée 3 mois avant. Simple, élégante, discrète. La mère de Théomir, Madame Luciana Costa, portait une robe Chanel. Ses bijoux brillaient sous les lustres. Elle parlait fort, riait souvent, embrassait tout le monde. Elle était le centre de l'attention. Moi, on m'a présenté rapidement. Voici la maman de Gracielle. Les gens hochèrent la tête poliment. Puis, ils se tournaient vers Madame Costa, vers ses anecdotes, vers ses relations, vers son monde. Pendant le cocktail, j'ai discuté avec quelques invités, des collègues de Théomir, des amis de la famille Costa. Ils me demandaient « Et vous, Madame de Beaumarchais, vous faites quoi dans la vie ?» Je répondais « Je travaille dans la gestion ». Ils disaient « Ah, c'est bien ». Puis ils changèrent de sujet. Personne ne savait. Personne ne savait qu'en 2012, j'avais racheté des parts de l'entreprise où je travaillais, que j'étais devenu actionnaire, que 3 ans plus tard, en 2015, j'étais devenu actionnaire majoritaire, que cette petite entreprise de conseil était devenue un cabinet reconnu dans la gestion de patrimoine et les investissements. Je n'en parlais pas par fausse modestie, mais parce que j'avais appris quelque chose. Les gens respectent ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. Et ce jour-là, ils voyaient une femme seule, sans mari, sans titre ronflant, sans bijoux éclatants, juste une mère. Gracielle est venue me voir pendant la réception. Elle a posé sa main sur mon épaule. Elle a dit « Maman, merci d'être là ». J'ai souri. Elle a ajouté, plus bas, « Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Tous ces gens, ce n'est pas ton monde, ce n'est pas ton monde. » Ces mots sont restés. Ils ont résonné longtemps après la fin de la soirée. Longtemps après le départ des invités. Longtemps après que Gracielle et Théomir sont partis en voyage de noces aux Maldives. Parce qu'elle avait raison. Ce n'était pas mon monde. Pas parce que je n'en avais pas les moyens, mais parce que je ne voulais pas de ce monde. Je n'aimais pas l'ostentation, les conversations creuses, les jugements rapides, les sourires de façade. J'aimais le silence, la lecture, les promenades dans le parc des Buttes-Chaumont. J'aimais ma vie simple. Mais Gracielle, elle, voulait briller. Et je comprenais. Parce qu'elle avait grandi dans l'ombre. L'ombre de l'absence de son père. L'ombre de nos fins de mois difficiles. L'ombre de ma discrétion. Alors, je l'ai laissée partir. Vers ce monde qui l'attirait tant. Vers cet homme qui lui promettait tout ce que je ne pouvais pas lui donner. Les mois ont passé. Gracielle m'appelait moins souvent. 1 fois par semaine. Puis 1 fois toutes les 2 semaines. Elle disait « Pardon maman, j'ai été débordée ». Je disais « Ne t'inquiète pas, je comprends ». Elle me parlait de leur dîner, des soirées chez les Costa, des week-ends à Bordeaux, des vacances à Saint-Tropez. Elle disait « Tu verrais leur villa, maman,
C'est magnifique. Je disais, j'imagine. Elle ne m'invitait jamais. Un jour, en mai 2017, elle m'a appelé. Elle a dit, maman, on a acheté un appartement. Où ça? Dans le 7e, près des Invalides. J'ai senti mon cœur se serrer. Le 7e arrondissement, l'un des quartiers les plus chers de Paris. Elle continuait. C'est un 4 pièces, avec vue sur les toits. Théomir a négocié un très bon prix. Combien? 900 000 €. 900 000 €. À 29 ans. Avec l'aide de ses beaux-parents, bien sûr. Elle a ajouté, on organise une pendaison de crémaillère le mois prochain. Tu viendras, bien sûr. J'ai dit, bien sûr. La pendaison de crémaillère a eu lieu un samedi de juin. J'ai pris le métro jusqu'à la Tour Maubourg. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage. Gracielle m'a ouvert la porte. Elle portait une robe beige, des talons hauts, un collier de perles. Elle ressemblait à sa belle-mère. L'appartement était splendide. Parquet haussmannien, moulure au plafond, cheminée en marbre, des canapés en cuir, une table en verre, des œuvres d'art moderne. Théomir m'a accueilli avec un sourire poli. Madame de Beaumarchais, bienvenue. Il m'a servi un verre de champagne. Puis il est retourné discuter avec ses invités. J'ai reconnu certains visages, des collègues à lui, des amis des Costa. Il parlait de placements financiers, de voyages en jet privé, de rénovation de résidences secondaires. Je me suis assise dans un coin du salon. Une femme est venue me parler. Elle m'a demandé « Vous êtes une amie de la famille ?» J'ai dit « Je suis la mère de Gracielle. » Elle a dit « Ah !» Puis elle est partie. Gracielle passait d'un groupe à l'autre. Elle riait, elle trinquait, elle racontait des anecdotes. À un moment, elle est passée près de moi. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Ça va, maman ?»« Oui, ma chérie. Tu t'amuses bien ?»« Oui. » Elle a souri. Puis elle est repartie. Je suis restée encore 1 heure. Puis je suis partie discrètement. Personne n'a remarqué mon départ. Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'ai pensé à cette phrase. Ce n'est pas ton monde. Et j'ai compris que Gracielle ne parlait pas seulement de son mariage. Elle parlait de sa vie, de son avenir, de sa nouvelle identité. Et dans cette identité, il n'y avait plus de place pour moi. Pas vraiment. Pas comme avant. Je suis rentrée chez moi. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai préparé du thé et j'ai pleuré. Doucement, sans bruit. Parce qu'on ne perd pas toujours les gens qu'on aime d'un seul coup. Parfois, on les perd lentement. Invitation après invitation. Silence après silence. Sourire poli après sourire poli. Et un jour, on se réveille. Et on réalise qu'ils sont déjà partis. En 2018, Gracielle est tombée enceinte. Elle m'a annoncé la nouvelle par téléphone. Un mardi soir de février. « Maman, je vais être maman. » Sa voix tremblait de joie. J'ai pleuré. De bonheur, elle a cru. Mais c'était plus complexe que ça. C'était du bonheur mélangé à de la peur. Parce que je savais qu'un enfant changerait tout. Qu'il nous rapprocherait peut-être. Ou qu'il m'éloignerait encore plus. Pendant la grossesse, Gracielle m'a appelé plus souvent. Elle me demandait des conseils. « Maman, tu avais des nausées ? Maman, tu as accouché comment ? Maman, tu avais peur ?» Pendant quelques mois, j'ai retrouvé ma fille. Celle qui me racontait tout. Celle qui avait besoin de moi. Mais Théomir, lui, était différent. Il parlait déjà de l'avenir de cet enfant. Il ira à l'école alsacienne. On l'inscrira au tennis dès 5 ans. Il apprendra l'anglais et le mandarin. Je disais, et si c'est une fille ? Il répondait, pareil. Le monde appartient à ceux qui savent se positionner. Se positionner. Toujours ce mot. Comme si la vie était une compétition permanente. Le bébé est né en octobre 2018. Un petit garçon. Ils l'ont appelé Valentin. Je suis allée à la maternité le lendemain. Gracielle était fatiguée mais heureuse. Elle m'a tendu Valentin. Il était minuscule, fragile, parfait. J'ai senti mes larmes couler. Théomir est entré dans la chambre. Il portait un costume. Il venait du bureau. Il a regardé Valentin et a dit « Il a les yeux des Costa ». Gracielle a souri. Moi, j'ai serré Valentin un peu plus fort. Les premiers mois, je venais les voir 1 fois par semaine, le mercredi après-midi. Je gardais Valentin pendant que Gracielle se reposait. Je lui chantais des berceuses. Je lui racontais des histoires. Je le berçais jusqu'à ce qu'il s'endorme. C'était les meilleurs moments de ma semaine. Parce que dans ces instants-là, j'étais utile. J'étais une grand-mère, pas une étrangère. Mais petit à petit, les choses ont changé. En mars 2019, Madame Costa a proposé de payer une nounou à temps plein. Gracielle a besoin de se reposer. Et vous, Madame de Beaumarchais, vous travaillez. J'ai dit, je peux m'organiser. Elle a souri poliment. C'est très gentil. Mais nous préférons quelqu'un de formé. Une professionnelle, comme si l'amour ne suffisait pas. La nounou s'appelait Céline, 28 ans, diplômée en puériculture. Elle parlait anglais couramment. Elle faisait du yoga avec Valentin. Elle lui lisait des livres en 3 langues.
Elle était parfaite. Mes mercredis ont été espacés. Une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par mois. Pardon maman, Céline a déjà prévu des activités. Et, pardon maman, on part chez les Costa ce week-end. Pardon maman, Valentin est fatigué. Je disais, je comprends. Et je comprenais vraiment. Je comprenais qu'on me remplaçait. En juin 2019, il y a eu le baptême de Valentin. Une grande cérémonie dans une église du 7e arrondissement, suivie d'une réception au Pré-Catelan. 150 invités, un orchestre, un traiteur étoilé. J'étais assise au 3e rang. Les Costa occupaient les 2 premiers. Théomir a fait un discours. Il a remercié ses parents pour leur soutien indéfectible. Il a remercié Gracielle pour lui avoir donné le plus beau des cadeaux. Il a parlé de l'avenir, de l'éducation, des valeurs. Il n'a pas parlé de moi. Après la cérémonie, pendant le cocktail, une amie de Madame Costa est venue me voir. Elle m'a demandé « Vous êtes de la famille ?» J'ai dit « Je suis la mère de Gracielle. » Elle a dit « Ah, je ne savais pas. On ne vous voit pas beaucoup. » J'ai souri. Je suis discrète. Elle a hoché la tête, puis elle est partie. Je suis restée jusqu'à la fin, parce qu'une mère reste, même quand on l'oublie. En décembre 2019, Théomir a été promu directeur associé dans son cabinet. Gracielle a organisé un dîner pour célébrer, chez eux, un samedi soir. Elle m'a invitée. J'étais la seule invitée de ma catégorie. Les autres étaient tous des associés, des clients importants, des relations professionnelles. Madame Costa était là aussi, évidemment. Elle portait une robe Dior, des boucles d'oreilles en diamant. Elle racontait des anecdotes sur les voyages de la famille. Pendant le dîner, la conversation a tourné autour de l'immobilier. Quelqu'un a dit « Le 19e, ça monte doucement, mais ce n'est pas encore là. » Quelqu'un d'autre a ri. « Le 19e ? Mon Dieu, non, c'est trop populaire. » Et j'ai baissé les yeux, parce que j'habitais dans le 19e. Gracielle le savait, Théomir le savait, mais personne n'a rien dit. À un moment, Madame Costa a demandé « Et vous, Madame de Beaumarchais, vous habitez toujours au même endroit ?» J'ai dit « Oui ». Elle a dit « Vous ne pensez pas à déménager ?» J'ai répondu « Non, je suis bien où je suis ». Elle a souri. C'est bien d'être attaché à ses racines. Ses racines. Comme si j'étais un arbre planté dans un sol pauvre. Après le dîner, j'ai aidé Gracielle à débarrasser. Elle m'a dit « Merci d'être venue, maman ». J'ai dit « C'est normal ». Elle a baissé la voix. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Tous ces gens ?» J'ai dit « Je vais bien, ne t'inquiète pas ». Mais elle ne m'a pas cru. Ou plutôt, elle a choisi de me croire, parce que c'était plus simple. En janvier 2020, le monde s'est arrêté. La pandémie, les confinements, les restrictions, la peur. Pendant des mois, je n'ai pas vu Valentin. Gracielle m'appelait par vidéo. « Dis bonjour à mamie, Valentin. » Il avait 18 mois. Il babillait, il souriait, mais il ne me reconnaissait plus. Théomir travaillait de chez lui. Il apparaissait parfois à l'écran, derrière Gracielle. Il disait « Bonjour, Madame de Beaumarchais. Vous allez bien ?» Je disais « Oui. Et vous ? On gère. Heureusement qu'on a de l'espace ici. » De l'espace. J'habitais un 2 pièces de 45 mètres carrés. Eux vivaient dans 110 mètres carrés. Mais il avait raison. Heureusement qu'ils avaient de l'espace. Pendant cette période, mon entreprise a continué de tourner. En télétravail, en visioconférence. Les investissements ont ralenti, mais nous avons tenu, parce que j'avais bâti quelque chose de solide, quelque chose de discret, mais de résilient. Personne ne savait, ni Gracielle, ni Théomir. Ils pensaient que je travaillais dans la gestion, un métier vague, un salaire modeste, une vie simple, et je les laissais penser ça, parce que je n'avais rien à prouver, ou du moins, c'est ce que je me disais. En septembre 2020, les restrictions se sont assouplies. J'ai pu revoir Valentin. Il avait presque 2 ans. Il marchait, il parlait un peu. Mais quand il m'a vu, il s'est caché derrière Gracielle. Elle a dit « Il ne te reconnaît plus, maman. Ça fait longtemps. » J'ai souri. C'est normal. Mais mon cœur s'est brisé un peu plus. Les mois ont passé. 2021, 2022. Valentin grandissait. Il allait à la crèche, puis à la maternelle. Une école privée dans le 7e. Cours d'anglais, cours de musique, cours de natation. Je le voyais une fois par mois, parfois moins. Pardon, maman, on a un planning très chargé. Et je disais toujours, je comprends, parce que c'est ce que font les mères. Elles comprennent. Elles s'effacent, elles attendent. Mais parfois, tard le soir, dans mon appartement silencieux, je me demandais si j'avais bien fait, de me taire, de m'effacer, de ne rien dire. Je me demandais si Gracielle m'aimait encore, ou si elle avait juste pitié. Je me demandais si Théomir me respectait, ou s'il me tolérait, parce que j'étais la mère de sa femme. Je me demandais si Valentin se souviendrait de moi. Ou si, dans quelques années, je deviendrais juste une vieille dame qu'il voyait à Noël. Et puis, un jour, j'ai arrêté de me demander.
Parce que j'ai compris. J'ai compris que le silence n'était pas de la sagesse. C'était de la lâcheté. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? En 2023, Théomir a ouvert son propre cabinet. Costa & Associés, conseil en gestion de patrimoine et investissement. Bureau dans le 8e arrondissement. Vue sur les Champs-Élysées, 5 associés, 15 employés. Gracielle était fière. Elle en parlait à chaque appel. Théomir travaille jour et nuit, maman. Il vient de signer un contrat avec une famille princière du Moyen-Orient. On a été invité à Monaco pour un gala de charité. Je l'écoutais. Je disais, c'est formidable. Et je le pensais vraiment. Parce qu'une mère veut toujours que sa fille soit heureuse, même quand cette fille l'oublie. En avril 2023, Gracielle m'a appelée. Elle semblait nerveuse. Maman, j'ai besoin de te parler. Mon cœur s'est serré. Quand une fille dit ça, c'est rarement une bonne nouvelle. Elle a dit, on va déménager. Où ça? Dans le 16e, près du Trocadéro. Elle a continué rapidement, comme pour justifier. C'est pour Valentin. Les écoles sont meilleures, et Théomir a besoin d'être proche de ses clients. Je ne savais pas quoi dire. Le 16e arrondissement. Encore plus loin, encore plus cher, encore plus éloigné de ma réalité. Elle a ajouté, on a trouvé un 5 pièces, 140 mètres carrés, avec terrasse. Combien? 1,3 million, 1 300 000 euros. Je suis restée silencieuse. Elle a dit, maman, tu es là? J'ai dit, oui, je suis contente pour vous. Tu viendras nous voir, bien sûr, mais je savais que chaque déménagement était une distance de plus, pas seulement géographique, émotionnelle. En juillet 2023, ils ont emménagé. Un appartement magnifique, parquet en chêne massif, cuisine ouverte, baie vitrée donnant sur la tour Eiffel. Une chambre pour Valentin, une chambre d'amis, un bureau pour Théomir. Je suis venue pour la pendaison de crémaillère. Il y avait au moins 50 personnes, des associés de Théomir, des amis, la famille Costa au complet. Madame Costa m'a saluée avec un sourire poli. Madame de Beaumarchais, toujours fidèle au poste, j'ai souri. Toujours. Pendant la soirée, j'ai observé. Les gens buvaient du champagne. Ils riaient. Ils parlaient fort. Ils se congratulaient. Ils s'échangeaient des cartes de visite. C'était un réseau, un club, un monde où je n'avais pas ma place. Théomir faisait visiter l'appartement. Il montrait la terrasse, le dressing, la vue. Il disait, on a eu de la chance. C'est un quartier en or. Quelqu'un a demandé, et le financement? Il a souri. Mes parents ont aidé, et j'ai de bons rendements sur mes investissements. Il parlait avec assurance, comme si tout lui était dû, comme s'il avait construit un empire. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvée sur la terrasse, seule. Je regardais les lumières de Paris, la tour Eiffel scintillait. Un homme est venu me rejoindre, un associé de Théomir. Il m'a demandé, « Vous êtes de la famille ?» J'ai dit, « Je suis la mère de Gracielle. » Il a dit, « Ah, vous devez être fière. Pourquoi? Votre fille a épousé un homme brillant. » J'ai souri poliment, mais je n'ai rien dit, parce que je ne savais pas quoi dire. En septembre 2023, Valentin est entré en grande section de maternelle, école privée bilingue, 4 000 euros par trimestre. Gracielle m'envoyait des photos. Valentin en uniforme, Valentin à la cantine, Valentin en sortie scolaire. Il souriait, il grandissait, il devenait un petit garçon, mais je ne le voyais presque plus, une fois tous les 2 mois. « Pardon maman, on part skier à Courchevel. Pardon maman, Valentin a un anniversaire. Pardon maman, on reçoit des clients ce week-end. » Et je disais toujours, ce n'est pas grave, mais c'était grave. C'était même de plus en plus grave. En novembre 2023, quelque chose a changé. J'ai reçu un appel de mon associé principal, Monsieur Laurent Dubois. Il m'a dit, « Isaline, on a une opportunité. » Laquelle? Un groupe allemand cherche un partenaire en France. Investissement croisé. 20 millions d'euros sur la table. 20 millions d'euros. Le plus gros contrat de l'histoire de notre cabinet. Il a continué. Ils veulent rencontrer les actionnaires majoritaires. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire. J'ai dit, d'accord. La réunion est prévue pour janvier 2024. Où? À Paris, dans nos bureaux. J'ai raccroché. J'ai respiré profondément. 20 millions d'euros. C'était l'aboutissement de 15 ans de travail, de sacrifices, de décisions difficiles, de nuits blanches, mais personne ne le savait. Ni Gracielle, ni Théomir. Pour eux, j'étais juste une employée, une femme modeste qui vivait dans le 19e, une grand-mère qu'on voyait de temps en temps. En décembre 2023, Gracielle m'a invitée pour Noël, chez eux, dans le 16e. J'ai apporté des cadeaux pour Valentin, des livres, un puzzle, un pull en laine, des cadeaux simples. Madame Costa était là aussi. Elle a apporté une trottinette électrique pour Valentin, un drone télécommandé, un coffret de Lego à 200 euros.
Valentin a ouvert mes cadeaux. Il a dit « Merci, mamie », poliment. Puis il s'est précipité vers les cadeaux de Madame Costa. Théomir a dit « Valentin, qu'est-ce qu'on dit ?» Valentin a dit « Merci, mamie Luciana ». Il l'a embrassée. Elle a ri. « De rien, mon chéri. Tu le mérites. » Gracielle m'a regardé. Elle a dit « Merci, maman. C'est gentil. » Mais son regard disait autre chose. Son regard disait « Pourquoi tu n'achètes pas des cadeaux comme ça ?» Plus tard, pendant le dîner, la conversation a tourné autour du cabinet de Théomir. Il racontait ses succès. Un nouveau client fortuné. Un placement réussi. Une commission importante. Madame Costa a dit « Tu vas devenir le meilleur de Paris, mon fils. » Il a souri. « J'essaie, maman. » Puis Monsieur Costa a demandé « Et toi, Isaline, toujours dans la gestion ?» J'ai dit « Oui. » Tu travailles pour quelle entreprise déjà ? Un cabinet de conseil. Ah, c'est bien. Il n'a pas demandé le nom. Il n'était pas intéressé. Parce que pour lui, j'étais transparente. Théomir a ajouté « Le secteur du conseil, c'est compliqué en ce moment. Beaucoup de concurrence. » J'ai dit « Oui. » Il a continué. « Heureusement que vous avez un emploi stable. À votre âge, ce n'est pas évident de retrouver du travail. À votre âge, j'avais 58 ans. » Et il parlait de moi comme si j'étais déjà à la retraite. Gracielle n'a rien dit. Elle a continué de manger, elle a continué de sourire. Elle a laissé son mari me diminuer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que Gracielle n'était pas seulement passive, elle était complice. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser. Madame Costa est venue dans la cuisine. Elle m'a dit « Vous savez, Isaline, Gracielle a beaucoup de chance. Pourquoi ? Théomir lui offre une belle vie. Elle ne manque de rien. » J'ai dit « Je sais. » Elle a ajouté « C'est important pour une femme d'avoir un homme qui subvient à ses besoins. » Subvient à ses besoins. Comme si Gracielle était une enfant. Comme si elle n'avait pas son propre diplôme, sa propre carrière. Je n'ai rien répondu, parce que je savais que ça ne servait à rien. Je suis partie vers 22 heures. Gracielle m'a raccompagnée à la porte. Elle m'a embrassée sur les joues. « Merci d'être venue, maman. » J'ai dit « Joyeux Noël, ma chérie. » Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'ai pensé à cette soirée, aux cadeaux, au regard, au silence. Et j'ai compris quelque chose. Je comprenais que je n'étais pas juste oubliée, j'étais méprisée. En janvier 2024, la réunion a été confirmée. 20 millions d'euros. Les Allemands voulaient rencontrer l'équipe dirigeante. Monsieur Dubois m'a dit « Il faut que tu sois là, Isaline. Tu es l'actionnaire majoritaire. » J'ai dit « Je serai là. » La réunion était prévue pour le 15 janvier, dans nos bureaux, rue de la Bourse, dans le 2e arrondissement. Mais il y avait un problème. Théomir participait aussi à cette réunion, parce que son cabinet, Costa & Associés, avait été sollicité par les Allemands, comme partenaire potentiel, comme conseiller en France. Il ne savait pas. Il ne savait pas que mon cabinet était aussi impliqué. Il ne savait pas que j'étais actionnaire majoritaire. Il ne savait même pas le nom de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et moi, je n'avais rien dit, parce que je n'avais jamais eu besoin de le dire. Mais maintenant, nous allions nous retrouver dans la même salle. Lui, avec son arrogance, moi, avec mon silence. Et j'avais peur, pas de lui, mais de ce qui allait se passer. Les jours avant la réunion ont été étranges, comme cette période entre deux saisons, quand on sait que quelque chose va changer, mais on ne sait pas encore comment. J'ai passé mes soirées à relire les dossiers, les chiffres, les projections, les contrats. Tout devait être parfait. Parce que 20 millions d'euros, ce n'est pas rien. C'était l'avenir de mon cabinet, l'avenir de mes employés, l'avenir de 15 ans de travail silencieux. Monsieur Dubois m'appelait tous les jours. « Isaline, les Allemands sont exigeants. Ils veulent rencontrer tous les décideurs. Je serai là. Ils veulent aussi rencontrer Costa & Associés. Apparemment, Théomir Costa a une bonne réputation. Théomir Costa, mon gendre, l'homme qui me traitait comme une vieille dame sans importance. J'ai demandé, quand vont-ils arriver ? Le 15 janvier à 14 heures. Réunion prévue à 15 heures. D'accord. Tu es sûr que ça va aller ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu sembles tendu, tendu. C'était un mot faible. J'étais terrifiée, pas à cause de la réunion, pas à cause des Allemands, mais à cause de ce moment où Théomir allait comprendre, ce moment où il allait me voir, vraiment me voir. Le 10 janvier 2024, Gracielle m'a appelée. Elle semblait excitée. « Maman, Théomir a une réunion très importante cette semaine. »« Ah oui ? » ?»« Oui, avec un groupe allemand. 20 millions d'euros. » Mon cœur s'est arrêté. Elle a continué. « C'est énorme, maman. Si ça marche, son cabinet va exploser. Je suis contente pour lui. Il est stressé. Il prépare tout depuis des semaines. C'est normal. » Elle a ajouté, « Il y aura d'autres cabinets présents. Des concurrents. Mais Théomir est confiant. Tant mieux. »« Maman, tu m'écoutes ? » « Oui, ma chérie. Je t'écoute. » Mais je n'écoutais plus vraiment.
Je pensais à cette salle de réunion, à ce moment où nos regards allaient se croiser, à cette seconde où tout allait basculer. Le 13 janvier, j'ai reçu un message de Gracielle. « Maman, on organise un dîner samedi soir pour souhaiter bonne chance à Théomire. Tu veux venir ?» Samedi soir, le 14 janvier, la veille de la réunion. J'ai hésité, puis j'ai répondu « oui », parce qu'une partie de moi voulait voir comment il se comportait avant, voir s'il allait encore me diminuer, voir si Gracielle allait encore se taire. Le samedi soir, je suis arrivé chez eux vers 19h. Il y avait déjà du monde. Les parents de Théomire, quelques associés, des amis proches. Théomire portait un costume gris anthracite. Il était tendu. On le voyait. Il parlait vite. Il riait fort. Il buvait du whisky. Quand il m'a vu, il a dit « Bonsoir, Madame de Beaumarchais ». J'ai dit « Bonsoir, Théomire ». Il a ajouté « Merci d'être venu ». Puis il est reparti vers ses invités. Gracielle m'a embrassé. Elle portait une robe noire, des talons, un collier en or. Elle ressemblait de plus en plus à Madame Costa. Elle m'a dit « Maman, installe-toi, je reviens ». Elle est partie accueillir d'autres invités. Je me suis assise dans un coin du salon, seule. Madame Costa est venue me voir. Elle portait une robe bordeaux, des boucles d'oreilles en émeraude. Elle a dit « Isaline, vous allez bien ?»« Oui, merci. Vous devez être fière de Théomire. » « Pourquoi ? Il va décrocher le plus gros contrat de sa carrière. » J'ai souri. « J'espère pour lui. » Elle a dit « Il le mérite. Il travaille tellement. » Puis elle est repartie. Pendant le dîner, Théomire a pris la parole. Il a dit « Merci à tous d'être là. Demain est un grand jour. » Tout le monde a applaudi. Il a continué. « Cette réunion peut changer beaucoup de choses. Pour mon cabinet, pour ma famille, pour notre avenir. » Il a regardé Gracielle. Elle lui a souri. Il a ajouté « Je sais qu'il y aura de la concurrence, d'autres cabinets. Mais je suis prêt. » Son père a dit « Tu es le meilleur, mon fils. » Madame Costa a dit « Ils vont voir de quel bois tu es fait. » Théomire a levé son verre. « À demain. » Tout le monde a trinqué. Moi, j'ai bu une gorgée de vin. Et j'ai pensé « Demain. » Après le dîner, je me suis retrouvée sur la terrasse. Il faisait froid. Le ciel était dégagé. On voyait les lumières de Paris. Théomire est sorti. Il fumait un cigare. Il m'a vu et a dit « Vous ne restez pas à l'intérieur ? J'ai besoin d'air. » Il a hoché la tête. Il a dit « Vous savez, Madame de Beaumarchais, je suis content que Gracielle vous ait invitée. Merci. Elle vous aime beaucoup. J'espère. » Il a tiré sur son cigare, puis il a ajouté « Vous devez être soulagé. » De quoi ? Que Gracielle ait réussi, qu'elle ne manque de rien. J'ai senti une pointe dans sa voix, comme un reproche déguisé. Il a continué « Parce que vous avez travaillé dur. Vous avez élevé Gracielle seule. Ce n'était pas facile. Non, ce n'était pas facile. Mais maintenant, elle est bien. Elle a tout ce qu'il faut. Grâce à moi. Grâce à moi. » J'ai respiré profondément. J'ai dit « Gracielle a aussi travaillé pour avoir ce qu'elle a. » Il a souri. « Bien sûr, mais soyons honnêtes. Sans mon réseau, sans ma famille, elle n'aurait jamais eu accès à ce niveau de vie. Ce niveau de vie. Comme si c'était un privilège qu'il lui accordait. » Il a ajouté « Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui, parfait. » Il a écrasé son cigare, puis il est rentré. Je suis restée seule sur la terrasse, les mains tremblantes, le cœur serré, parce que je venais de comprendre quelque chose. Théomire ne me méprisait pas par méchanceté. Il me méprisait parce qu'il était convaincu d'avoir raison, convaincu que l'argent définissait la valeur, convaincu que le statut définissait la dignité, convaincu que je n'étais rien. Et Gracielle le laissait penser ça. Je suis partie discrètement vers 22h30. Gracielle m'a raccompagnée à la porte. Elle m'a dit « Merci d'être venue, maman. » J'ai dit « Bonne chance à Théomire pour demain. » Elle a souri. « Il va réussir, j'en suis sûre. » Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai pensé à cette phrase. « Il va réussir. » Mais réussir quoi exactement ? Humilier les autres ? Se sentir supérieur ? Prouver qu'il avait raison ? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, à regarder le plafond, à penser à demain, le 15 janvier 2024. Le jour où tout allait changer. Le matin, je me suis levée à 6h. J'ai pris une douche. J'ai mis un tailleur bleu marine. Simple, élégant, professionnel. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'avais 58 ans, des cheveux grisonnants, des rides autour des yeux, mais aussi quelque chose d'autre, une force tranquille, une dignité silencieuse, parce que je n'avais pas construit mon succès sur l'arrogance, je l'avais construit sur le travail, sur la discrétion, sur la compétence. À 13h, je suis arrivée au bureau, rue de la Bourse, 2e arrondissement, un immeuble haussmannien, sobre, discret. Monsieur Dubois m'attendait. Il a dit « Isaline, tout est prêt. Les Allemands arrivent à 14h. Et les autres cabinets ? Costa & Associés sera là à 14h30. 14h30. Dans 1h30, Théomire allait franchir cette porte.
Dans 1 heure et demie, il allait me voir. Monsieur Dubois a demandé « Ça va aller ?» J'ai dit « Oui. Tu es sûre ?»« Certaine. » Mais je mentais. Parce que j'avais peur, pas de lui, mais de ce moment où tout allait éclater. À 14 heures précises, les Allemands sont arrivés. 3 hommes, une femme, costumes impeccables, poignées de main fermes. Monsieur Dietrich, le directeur général, a dit « Merci de nous recevoir ». Monsieur Dubois a dit « C'est un plaisir ». Ils se sont installés dans la salle de réunion, une grande table ovale, des chaises en cuir, une vue sur les toits de Paris. Monsieur Dietrich a regardé autour de lui. Il a demandé « Où est l'actionnaire majoritaire ?» Monsieur Dubois a souri. « Elle arrive, elle. » À 14h25, je suis entré dans la salle de réunion. Les Allemands se sont levés. Monsieur Dietrich a tendu la main. « Madame de Beaumarchais ?»« Oui, enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » J'ai serré sa main, puis celle des autres. Nous nous sommes assis. Monsieur Dietrich a ouvert le dossier. Il a dit « Madame de Beaumarchais, votre cabinet a une excellente réputation. Merci. Depuis combien de temps êtes-vous actionnaire majoritaire ?»« Depuis 2015. » Il a hoché la tête. Impressionnant. À 14h30 précise, on a frappé à la porte. Mon cœur s'est arrêté. Monsieur Dubois a dit « Entrez ». La porte s'est ouverte et Théomir est entré. Théomir est entré avec assurance. Costume bleu marine, chemise blanche, cravate bordeaux. Il portait une mallette en cuir. Il souriait. Derrière lui, 2 de ses associés. Un homme d'une 40aine d'années, une femme plus jeune. Tous impeccables. Monsieur Dubois s'est levé. « Messieurs, madame, bienvenue. » Théomir a serré la main de Monsieur Dubois. Puis il s'est tourné vers les Allemands. « Monsieur Dietrich, c'est un plaisir. » Poignée de main ferme. Sourire confiant. Puis son regard a balayé la salle. Il a vu la table, les dossiers, les écrans, et moi, assise à la droite de Monsieur Dietrich, en face de la place qu'on lui avait réservée. Son sourire s'est figé, juste une seconde. Puis il a repris contenance. Il a dit « Madame de Beaumarchais ?» Sa voix était surprise, polie, mais surprise. J'ai dit « Bonjour Théomir ». Il a regardé Monsieur Dubois, puis Monsieur Dietrich, puis moi. Il a demandé « Vous travaillez ici ?» Monsieur Dietrich a souri. Il a dit « Madame de Beaumarchais est l'actionnaire majoritaire de ce cabinet. » Silence. Théomir a cligné des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu. Il a dit « Pardon ?» Monsieur Dubois a répété « Madame de Beaumarchais dirige ce cabinet depuis 2015. » Théomir est resté debout, immobile, sa mallette à la main, ses associés derrière lui. Son visage est passé par plusieurs expressions. La surprise, l'incrédulité, la confusion. Et puis quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. Monsieur Dietrich a dit « Monsieur Costa, asseyez-vous, je vous prie. » Théomir s'est assis lentement, comme un automate. Ses associés se sont installés à côté de lui. Il me regardait, fixement, comme s'il essayait de comprendre. Monsieur Dietrich a ouvert le dossier. Il a dit « Bien, commençons ». Mais Théomir n'écoutait pas. Il me regardait toujours. Monsieur Dubois a présenté notre cabinet, l'historique, les résultats, les projets. Il parlait de croissance, de rentabilité, de vision stratégique. Puis il a dit « Et tout cela grâce au leadership de Madame de Beaumarchais ». Monsieur Dietrich a hoché la tête. Il a dit « Nous avons étudié vos bilans. Très impressionnant. » Il s'est tourné vers moi. « Madame, comment avez-vous réussi à développer ce cabinet en 10 ans ?» J'ai souri calmement. J'ai dit « Par le travail, la discrétion et la confiance. » Théomir a serré les poings sous la table. Je l'ai vu. Monsieur Dietrich a continué. « Nous cherchons un partenaire fiable, quelqu'un qui comprend le marché français, quelqu'un de solide. » Il m'a regardé. « Et votre cabinet correspond exactement à nos critères. » Théomir a toussé. Il a dit « Excusez-moi ». Tout le monde s'est tourné vers lui. Il a ajouté « Je pense qu'il y a eu une confusion. » Monsieur Dietrich a froncé les sourcils. « Une confusion ?» Théomir a dit « Je ne savais pas que Madame de Beaumarchais. » Il s'est arrêté. Il a cherché ses mots. Je suis restée silencieuse, calme, les mains posées sur la table. Monsieur Dubois a dit « Vous ne saviez pas quoi, Monsieur Costa ?» Théomir a regardé ses associés, puis moi, puis Monsieur Dietrich. Il a dit « Rien, excusez-moi, continuez. » Mais sa voix tremblait légèrement. La réunion a continué. Monsieur Dietrich posait des questions. Je répondais. Monsieur Dubois complétait. Théomir écoutait, mais il ne parlait plus. Il regardait ses notes, puis moi, puis ses notes à nouveau. À un moment, Monsieur Dietrich a demandé « Et vous, Monsieur Costa, quelle est votre proposition ?» Théomir a sursauté. Il a ouvert son dossier. Il a commencé à parler, mais sa voix manquait d'assurance. Il a dit « Notre cabinet, Costa & Associés, nous avons une expertise en gestion de patrimoine. » Il bafouillait légèrement. Monsieur Dietrich écoutait poliment, mais je voyais son regard. Un regard qui évaluait, qui comparait.
Théomir a continué. Nous avons des clients fortunés, des relations internationales. Monsieur Dietrich a dit, combien d'employés? 15. Depuis combien de temps? Depuis 2023. Monsieur Dietrich a hoché la tête. Donc un cabinet récent. Théomir a dit, oui, mais en forte croissance. Monsieur Dietrich a souri poliment. Puis il s'est tourné vers moi. Madame de Beaumarchais, combien d'employés avez-vous? J'ai dit, 32. Et votre chiffre d'affaires annuel? 12 millions d'euros. Silence. Théomir a pâli. Monsieur Dietrich a dit, impressionnant. Puis il a regardé Théomir. Et vous, monsieur Costa? Théomir a avalé sa salive. 3 millions d'euros. Monsieur Dietrich a noté quelque chose. Puis il a refermé son dossier. Il a dit, je pense que nous avons suffisamment d'informations. Il s'est levé. Tout le monde s'est levé aussi. Il m'a serré la main. Madame de Beaumarchais, nous vous recontacterons très prochainement. Merci, monsieur Dietrich. Puis il s'est tourné vers Théomir. Monsieur Costa, merci pour votre présentation. Poignée de main brève, sourire poli. Mais je savais, tout le monde savait. La décision était déjà prise. Les Allemands sont partis. Les associés de Théomir sont sortis. Monsieur Dubois est parti chercher des documents. Il ne restait que moi et Théomir, seul dans la salle de réunion. Il me regardait, fixement. Son visage était blême. Il a dit, depuis quand? J'ai dit, depuis quand quoi? Depuis quand vous êtes... Il n'arrivait pas à finir sa phrase. J'ai dit calmement, actionnaire majoritaire, depuis 2015. Il a secoué la tête. Pourquoi vous n'avez rien dit? J'ai souri doucement. Vous ne m'avez jamais demandé. Il a frappé la table du poing. Ne jouez pas avec moi. Sa voix était montée d'un ton. Pour la première fois, il perdait son calme. J'ai dit, je ne joue pas, Théomir. Je n'ai jamais joué. Il a dit, vous auriez dû me dire. Pourquoi? Parce que... Il cherchait ses mots. J'ai dit, parce que vous m'auriez traité différemment? Silence. Il a détourné le regard. J'ai continué. Vous m'auriez respecté? Vous m'auriez invité différemment? Vous auriez parlé de moi autrement? Il ne répondait pas. J'ai dit, Théomir, pendant des années, vous m'avez regardé de haut. Il a dit, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ma voix était calme, mais ferme. Vous m'avez traité comme une vieille dame sans importance, comme une mère embarrassante, comme quelqu'un qui n'avait pas sa place dans votre monde. Il a dit, vous exagérez. Vraiment? J'ai pris une pause. Puis j'ai dit, le soir de votre mariage, vous m'avez à peine adressé la parole. J'étais occupée. À la pendaison de crémaillère, on m'a demandé si j'étais une amie de la famille. Ce n'était pas ma faute. À Noël dernier, vous avez dit que j'avais de la chance d'avoir un emploi stable, à mon âge. Il a baissé les yeux. Et samedi soir, sur votre terrasse, vous m'avez dit que Gracielle avait tout grâce à vous. Silence. J'ai continué. Vous pensez que l'argent définit la valeur. Vous pensez que le statut définit la dignité. Il a dit, ce n'est pas ce que je pense. Si, c'est exactement ce que vous pensez. Il a levé les yeux vers moi. Il y avait quelque chose dans son regard. De la colère, de la honte, de la confusion. Il a dit, Gracielle ne sait pas? J'ai dit, non. Pourquoi vous ne lui avez jamais dit? J'ai souri tristement. Parce que je voulais qu'elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Silence. Il a dit, vous allez le lui dire maintenant? J'ai dit, je ne sais pas encore. Il a pris sa mallette, il s'est levé, il a dit, vous avez gagné. J'ai dit, ce n'était pas une compétition, Théomir. Il a dit, pour vous, peut-être, pas pour moi. Puis il est sorti. Je suis restée seule dans la salle de réunion, assise à cette grande table, les mains tremblantes, le cœur lourd, parce que je n'avais pas gagné. J'avais juste montré la vérité. Et la vérité n'apporte pas toujours du soulagement. Parfois, elle apporte juste de la solitude. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Gracielle. J'ai hésité. Puis j'ai répondu. Maman? Sa voix tremblait. Oui, ma chérie. Théomir vient de rentrer. Il est bizarre. Bizarre comment? Il ne parle pas. Il est enfermé dans son bureau. J'ai fermé les yeux. Elle a continué. Il a dit quelque chose de bizarre. Quoi? Il a dit, ta mère m'a humiliée. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? J'ai respiré profondément. On s'est vu à une réunion. Une réunion? Quelle réunion? Une réunion professionnelle. Je ne comprends pas. J'ai dit, Gracielle, il faut qu'on parle. De quoi? De beaucoup de choses. Elle a dit, maman, tu me fais peur. J'ai dit, n'aie pas peur, mais il faut qu'on parle. En face. Quand? Demain. D'accord. Elle a raccroché. Je suis rentrée chez moi. J'ai enlevé mon tailleur. J'ai préparé du thé. Et je me suis assise sur mon canapé, seule, dans mon petit appartement du 19e, celui que Théomir trouvait populaire, celui que Madame Costa trouvait modeste. Et j'ai pleuré. Pas de soulagement, pas de victoire, juste de la tristesse. Parce que j'avais perdu quelque chose aujourd'hui. Pas ma dignité,
pas mon respect, mais l'illusion. L'illusion que ma fille pourrait encore me voir. L'illusion que le silence me protégeait. L'illusion que tout irait bien si je restais invisible. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à demain, à cette conversation avec Gracielle, à ce que j'allais dire, à ce qu'elle allait répondre. Et je me demandais si elle allait comprendre, ou si elle allait choisir son mari, comme elle l'avait toujours fait. Le lendemain était un mercredi, le 16 janvier 2024. Il faisait froid, le ciel était gris. J'ai pris le métro jusqu'au 16e arrondissement. Ligne 6, station Trocadéro. J'ai marché lentement vers leur immeuble, les mains dans les poches de mon manteau, le cœur battant, parce que je savais que cette conversation allait tout changer. Soit elle nous rapprocherait, soit elle nous séparerait définitivement. J'ai sonné à l'interphone. La voix de Gracielle a répondu « Maman ?»« Oui, monte. » L'ascenseur était silencieux, un miroir sur la paroi. Je me suis regardée. J'avais 58 ans, mais je me sentais vieille, fatiguée. Gracielle m'a ouvert la porte. Elle portait un pull gris, un jean, pas de maquillage. Elle avait les yeux rouges. Elle a dit « Entre ». Je suis entrée. L'appartement était silencieux, trop silencieux. J'ai demandé « Valentin est à l'école ?»« Oui. »« Et Théomir ?»« Au bureau. » Elle m'a conduite au salon. Nous nous sommes assises, face à face, comme deux étrangères. Elle a dit « Qu'est-ce qui s'est passé hier ?» J'ai pris une grande respiration. Théomir et moi, nous étions à la même réunion professionnelle. Quelle réunion? Une réunion avec un groupe allemand, pour un contrat de 20 millions d'euros. Ses yeux se sont écarquillés. « Tu étais là? Pourquoi ?» J'ai dit calmement « Parce que mon cabinet était aussi invité. »« Ton cabinet? » Oui. Elle a froncé les sourcils. « Mais tu travailles dans la gestion, non ?» J'ai souri tristement. « Gracielle, je ne t'ai jamais menti, mais je ne t'ai jamais tout dit non plus. Je ne comprends pas. » J'ai pris une autre respiration. Je suis actionnaire majoritaire d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissement. Depuis 2015. Silence. Elle me regardait, bouche ouverte, incrédule. Elle a dit « Quoi ?» Je dirige un cabinet, 32 employés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Elle s'est levée. Elle marchait de long en large. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? J'ai dit, parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Elle s'est arrêtée. Mais, elle cherchait ses mots. Mais on te traitait comme une pauvre? Elle a baissé les yeux. Oui, j'ai dit, je sais. Et tu n'as rien dit? Non. Pourquoi? J'ai dit, parce que je voulais voir. Voir quoi? Voir si tu me défendrais. Voir si tu me respecterais même sans savoir. Voir si tu m'aimerais même si je n'avais rien. Silence. Elle s'est rassise. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle a dit « Maman ?» Sa voix tremblait. « Maman, je ne savais pas. » J'ai dit « Je sais. » Elle a continué. « Si j'avais su, tu aurais quoi ?» Elle s'est tue, parce qu'elle savait. Elle savait que rien n'aurait changé. Pas vraiment. J'ai dit doucement « Gracielle, le problème n'est pas que tu ne savais pas. Le problème, c'est que tu m'as laissé être traitée comme ça. » Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas vrai. » Si, ma voix était calme, mais ferme. À ton mariage, tu m'as dit « Ce n'est pas ton monde. Je ne voulais pas te blesser. » Mais tu l'as fait. Elle pleurait maintenant. Aux pendaisons de crémaillère, tu me présentais à peine. J'étais occupée. À Noël, quand Théomir parlait de mon âge, de mon quartier, de ma vie, tu ne disais rien. Je ne voulais pas créer de conflit. J'ai dit « Gracielle, tu as choisi le silence. » Tout comme moi. Mais la différence, c'est que moi, je me taisais par dignité. Toi, tu te taisais par honte. Elle a levé les yeux vers moi, blessée. Honte? J'ai dit « Oui, tu avais honte de moi. » Non, si, j'ai continué. Tu avais honte de ma vie simple, de mon appartement modeste, de mes cadeaux ordinaires. Elle pleurait de plus en plus fort. Ce n'est pas vrai. Tu voulais appartenir au monde de Théomir, au monde des Costa. Et pour ça, tu devais effacer d'où tu venais. Elle a posé son visage dans ses mains. Elle a dit entre deux sanglots « Je voulais juste que ma vie soit différente. » J'ai dit « Je comprends. Vraiment? Oui, parce que je t'ai élevée pour que tu aies une vie meilleure que la mienne. » J'ai fait une pause. Mais je ne t'ai pas élevée pour que tu méprises celle que je t'ai donnée. Silence. Elle pleurait. Je la regardais. Et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la colère, pas de la rancune, mais de la tristesse, parce que je venais de comprendre quelque chose. Ma fille n'était pas méchante. Elle était perdue. Perdue entre ce qu'elle était et ce qu'elle voulait être. Perdue entre son passé et son présent. Perdue entre moi et Théomir. Après un long moment, elle a essuyé ses larmes. Elle a dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai dit « Je ne sais pas encore. Tu vas leur dire ?
Au Costa, je n'ai rien à leur prouver. Et Théomir, il sait déjà. Elle a dit, il est détruit. J'ai dit, ce n'était pas mon intention. Qu'est-ce que tu voulais, alors? J'ai réfléchi. Je voulais juste être vue. Elle a baissé les yeux. J'ai continué. Pendant des années, j'ai été invisible. Pour toi, pour lui, pour sa famille. J'étais juste la mère, la vieille dame. Celle qu'on invite par politesse. Maman, hier, quand Théomir est entré dans cette salle de réunion, il m'a vue pour la première fois. Vraiment vue. J'ai fait une pause. Et il a compris. Il a compris que la dignité ne dépend pas du nombre de zéros sur un compte en banque. Gracielle a dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai dit, je ne sais pas. Entre nous, j'ai souri tristement. Ça dépend de toi. De moi? Oui, j'ai pris sa main. Gracielle, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre. Je ne peux plus accepter d'être traitée comme si je ne comptais pas. Elle serrait ma main. Je comprends. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Elle a hésité, puis elle a dit, je veux te connaître vraiment. Vraiment? Oui, mais sa voix manquait de conviction. Et je l'ai entendue. Parce qu'une mère entend toujours. Je suis partie 1 heure plus tard. Gracielle m'a accompagnée à la porte. Elle a dit, maman, je suis désolée. J'ai dit, je sais, pour tout, je sais. Elle m'a embrassée, fort, longtemps. Puis, je suis partie. Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'ai pensé à cette conversation, à ses larmes, à ses excuses, à ses promesses. Et je me suis demandé si quelque chose allait vraiment changer. Ou si, dans quelques semaines, tout redeviendrait comme avant. Parce que les gens ne changent pas facilement. Surtout quand changer signifie remettre en question toute leur vie. Le soir, j'ai reçu un appel de Monsieur Dubois. Isaline, bonne nouvelle. Les Allemands ont choisi notre cabinet. Mon cœur s'est arrêté. Vraiment? Oui. 20 millions d'euros. Contrat signé pour 5 ans. J'ai fermé les yeux. C'est formidable. Tu ne sembles pas très enthousiaste. J'ai souri. Si. Je suis juste fatiguée. Repose-toi. Tu le mérites. J'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé, dans mon petit appartement, celui que je n'avais jamais quitté, celui que j'aimais, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de joie, juste de soulagement, parce que j'avais gagné ce contrat, mais j'avais perdu quelque chose d'autre. Quelques jours plus tard, en février 2024, j'ai reçu un message de Gracielle. « Maman, Théomir veut te parler. » J'ai hésité. Puis j'ai répondu. « Quand ? Demain soir, chez nous. » J'ai accepté. Le lendemain soir, je suis retournée dans le 16e. Théomir m'a ouvert la porte. Il portait un pull noir, un jean. Il semblait fatigué. Il a dit « Madame de Beaumarchais ». J'ai dit « Bonsoir Théomir ». Nous nous sommes assis au salon. Gracielle était là aussi, silencieuse. Théomir a dit « Je voulais m'excuser ». J'ai dit « Pourquoi ?»« Pour la façon dont je vous ai traité ». J'ai hoché la tête. Il a continué « Je ne savais pas, je sais, mais ce n'est pas une excuse ». J'ai dit « Non, ce n'en est pas une ». Il a baissé les yeux. Je pensais que le succès se mesurait par ce qu'on montrait, par ce qu'on affichait. Et maintenant, je sais que je me trompais. J'ai dit, vraiment? Il a levé les yeux vers moi. Vous ne me croyez pas. Si, je veux vous croire, Théomir, mais les mots sont faciles, les actes sont plus difficiles. Il a hoché la tête. J'ai perdu ce contrat à cause de mon arrogance. J'ai dit, vous avez perdu ce contrat parce que votre cabinet est plus jeune et moins expérimenté. Mais si je ne vous avais pas méprisé, si j'avais été humble, peut-être. Silence. Gracielle a dit, « Maman, on voudrait repartir sur de nouvelles bases. » J'ai dit, « C'est-à-dire ? On voudrait que tu viennes plus souvent, que tu vois Valentin plus régulièrement, que tu fasses partie de notre vie. » J'ai souri. Gracielle, je n'ai jamais voulu ne pas faire partie de votre vie. Je sais, mais je ne veux plus être l'invitée polie, celle qu'on appelle quand on a le temps. Théomir a dit, « On comprend. » J'ai dit, « Je l'espère. » Je me suis levée. Je vais y aller. Gracielle a dit, « Déjà ? Oui, j'ai besoin de temps, pour réfléchir, pour comprendre si je peux vous faire confiance à nouveau. » Elle a dit, « Combien de temps ?» J'ai souri. « Je ne sais pas. » Théomir s'est levé. « Madame de Beaumarchais, je ferai tout pour regagner votre respect. » J'ai dit, « Ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. » Et je suis partie. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai pensé à cette soirée, à leurs excuses, à leurs promesses. Et j'ai compris quelque chose. Le pardon n'est pas une porte qu'on ouvre d'un coup. C'est un chemin qu'on emprunte lentement, pas à pas, jour après jour. Et parfois, on ne sait pas où ce chemin mène. Les mois ont passé, lentement, comme une saison qui ne veut pas finir. Mars 2024, avril, mai. Le printemps est arrivé sur Paris. Les arbres ont fleuri. Les jours se sont allongés. Et moi, j'ai continué à vivre. Mais quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. J'avais posé mes limites.
J'avais dit ma vérité. Et maintenant, j'attendais. Gracielle m'appelait plus souvent. Une fois par semaine, elle me demandait de venir voir Valentin. Elle me parlait de son quotidien. Elle essayait, mais je sentais. Je sentais que quelque chose manquait encore. La sincérité peut-être, ou la profondeur, parce qu'on ne répare pas 6 ans de distance en quelques mois. En avril 2024, j'ai reçu un appel de Monsieur Dubois. « Isaline, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise? Bonne pour nous, moins bonne pour Costa et Associés. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de perdre un gros client, un homme d'affaires saoudien. Pourquoi? Apparemment, il a entendu parler de la réunion de janvier, de l'attitude de Théomir Costa. J'ai fermé les yeux. Comment? Les Allemands ont parlé. Le milieu des affaires est petit, tu sais. Les gens se parlent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Théomir Costa était arrogant, qu'il avait manqué de professionnalisme, qu'il avait sous-estimé ses interlocuteurs. J'ai dit, ce n'est pas de ma faute. Je sais, c'est la sienne. J'ai raccroché, le cœur lourd, parce que je n'avais jamais voulu ça. Je n'avais jamais voulu détruire sa carrière. Je voulais juste être respecté. Mais le monde des affaires est impitoyable. Il ne pardonne pas l'arrogance. Il ne pardonne pas les erreurs de jugement. Et Théomir était en train de payer. En mai 2024, Gracielle est venue me voir, seule, sans Théomir, sans Valentin. Elle est arrivée chez moi un mercredi après-midi. Elle portait un jean, un pull simple, pas de maquillage. Elle semblait fatiguée. Elle a dit « Maman, je peux entrer ?» Bien sûr. Elle est entrée dans mon petit appartement. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle le voyait pour la première fois. Elle a dit « C'est joli ici ». J'ai souri. « Merci ». Elle s'est assise sur le canapé. J'ai préparé du thé. Nous avons bu en silence pendant quelques minutes. Puis elle a dit « Le cabinet de Théomir va mal ». J'ai dit « Je sais ». « Comment tu sais ?»« Les gens parlent ». Elle a baissé les yeux. « Il a perdu 3 clients en 2 mois. Je suis désolée. »« Non, tu ne l'es pas. » J'ai dit calmement « Si, je le suis. » Elle m'a regardée, surprise. « Vraiment ?»« Oui, parce que je ne voulais pas ça. »« Qu'est-ce que tu voulais alors ?»« Je voulais qu'il comprenne, pas qu'il souffre. » Elle a dit « Eh bien, il a compris. Et maintenant, il souffre. » Silence. Elle a continué. « Il ne dort plus. Il travaille 15 heures par jour. Il essaie de sauver ce qu'il peut. » J'ai dit « Et toi ?»« Moi ? Oui. Comment tu vas ?» Elle a hésité, puis elle a dit « Je ne sais pas. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne sais plus qui je suis, maman. » J'ai posé ma tasse. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Pendant toutes ces années, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre. La femme de Théomir, la belle-fille des Costa, la maman parfaite. » Elle pleurait maintenant. Mais je ne sais plus qui est Gracielle. Je me suis approchée d'elle. Je l'ai prise dans mes bras. Elle a pleuré longtemps, comme une enfant. Puis elle a dit « Je suis désolée, maman. »« De quoi ? De t'avoir oublié, de t'avoir méprisé, de t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. » J'ai dit « Je sais. Non, tu ne comprends pas. » Elle s'est redressée. « J'avais honte de toi. » Elle l'a dit. Enfin, la vérité. J'avais honte de notre vie d'avant, de notre petit appartement, de nos difficultés. Elle pleurait à chaudes larmes. Quand j'ai rencontré Théomir, j'ai vu une porte de sortie, une chance d'avoir une autre vie. Je comprends. Et pour avoir cette vie, je devais m'effacer. Elle a hoché la tête. Oui, silence. J'ai dit, Gracielle, je ne t'en veux pas. Comment tu peux dire ça? Parce que tu es ma fille, et parce que je comprends. Elle m'a regardée, incrédule. Tu comprends? Oui, tu voulais une vie meilleure. C'est normal. J'ai pris sa main. Mais maintenant, tu dois choisir. Choisir quoi? Choisir qui tu veux être. Elle a essuyé ses larmes. Je ne sais pas comment. Commence par être honnête, avec toi-même, avec moi, avec Théomir. Elle a hoché la tête. Nous sommes restés ensemble tout l'après-midi, à parler, à pleurer, à nous retrouver, lentement. En juin 2024, j'ai reçu une invitation officielle, pour un gala de bienfaisance organisé par la Chambre de commerce franco-allemande. Monsieur Dubois m'a appelé. « Isaline, tu dois venir. C'est important. » Pourquoi? Parce qu'ils vont annoncer notre partenariat avec les Allemands. Tu seras sur scène. Mon cœur s'est arrêté. Sur scène? Oui, pour recevoir une distinction. Femme entrepreneureuse de l'année. J'ai dit, je ne suis pas sûre. Isaline, tu le mérites. J'ai accepté. Le gala était prévu pour le 15 juin, à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. 300 invités, des chefs d'entreprise, des diplomates, des journalistes. J'ai acheté une robe, bleu nuit, élégante, sobre. Le soir du gala, je suis arrivée en taxi. J'ai monté les marches. Je suis entrée dans ce monde qui m'avait toujours méprisée. Mais cette fois, j'y entrais par la grande porte. Monsieur Dubois m'attendait. « Isaline, tu es magnifique. Merci. Viens, je vais te présenter. » Il m'a présenté à des dizaines de personnes.
des directeurs, des ambassadeurs, des investisseurs. Ils me serraient la main, ils me félicitaient, ils me respectaient. Et moi, je souriais. Calmement, dignement. À un moment, j'ai vu quelqu'un, de l'autre côté de la salle. Théomir. Il portait un smoking. Il était avec Gracielle. Elle portait une robe longue, rouge. Nos regards se sont croisés. Il a détourné les yeux, rapidement. Gracielle m'a vu. Elle m'a souri, timidement. Je lui ai souri en retour. Puis la cérémonie a commencé. Tout le monde s'est assis. Les discours ont commencé. Le président de la Chambre de commerce a pris la parole. Ce soir, nous célébrons l'excellence, le partenariat, la vision. Il a parlé du contrat avec les Allemands, de l'importance de la collaboration franco-allemande. Puis, il a dit « Et je voudrais rendre hommage à une femme qui incarne parfaitement ses valeurs. » Mon cœur battait fort. Une femme qui a bâti son entreprise avec discrétion, avec compétence, avec intégrité. Il a marqué une pause. Madame Isaline de Beaumarchais. Applaudissements. Je me suis levée. J'ai monté sur scène. Les lumières étaient fortes. 300 pères Dieu me regardaient. Le président m'a remis une plaque. « Félicitations, Madame de Beaumarchais. » J'ai dit « Merci ». Il a dit « Vous voulez dire quelques mots ?» J'ai hésité. Puis j'ai pris le micro. J'ai regardé la salle. J'ai vu Monsieur Dubois qui souriait. J'ai vu les Allemands qui applaudissaient. J'ai vu Gracielle qui pleurait. Et j'ai vu Théomir. Il me regardait, fixement, le visage pâle. J'ai dit « Merci beaucoup pour cette distinction ». Ma voix tremblait légèrement. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les projecteurs. Je préfère l'ombre, le travail silencieux. J'ai marqué une pause. Mais ce soir, je réalise que parfois, il faut accepter d'être vu. Parce que la dignité ne se cache pas, elle se porte. Applaudissements. J'ai construit mon entreprise seule, sans réseau, sans famille influente, juste avec du travail, de l'honnêteté et de la patience. On m'a souvent sous-estimé, à cause de mon âge, de mon apparence, de ma discrétion. J'ai regardé Théomir, mais j'ai appris quelque chose. La vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle montre. Elle se mesure à ce qu'elle construit. Silence. Alors merci. Merci de me voir enfin. Applaudissements. Longs, sincères. Je suis descendue de scène. Gracielle est venue me voir. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit « Maman, je suis tellement fière de toi. » J'ai dit « Merci, ma chérie. » Théomir est resté en retrait. Il ne savait pas quoi faire, où se mettre. Puis il s'est approché. Il a dit « Madame de Beaumarchais, félicitations. » J'ai dit « Merci, Théomir. » Il a ajouté « Vous aviez raison. » À propos de quoi? La dignité ne dépend pas du statut. J'ai hoché la tête. Et le respect ne s'achète pas. Il se gagne. Il a baissé les yeux. Je suis en train d'apprendre. J'ai dit « C'est bien. » Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Puis j'ai ajouté « Théomir, vous avez du talent, vous avez de l'ambition, mais le succès sans humilité est éphémère. » Il a hoché la tête. Je comprends maintenant. Quelques semaines plus tard, en juillet 2024, j'ai appris quelque chose. Costa & Associés avait fermé 2 de ses 3 bureaux. Théomir avait dû licencier la moitié de ses employés. Son cabinet survivait, mais à peine, pas à cause de moi. À cause de lui, à cause de son arrogance, de sa réputation ternie, de ses erreurs. Et Madame Costa, celle qui brillait tant à tous les dîners, celle qui portait des robes Chanel et des émeraudes. Elle était venue voir Gracielle pour demander de l'argent, parce que Monsieur Costa avait fait de mauvais investissements. Leur fortune s'effritait. Leur villa à Bordeaux était en vente. Gracielle me l'a raconté un soir d'août. Nous étions assises dans mon appartement. Elle buvait du thé. Elle a dit « Tu te souviens quand Madame Costa disait que c'était important d'avoir un homme qui subvient aux besoins? Oui, maintenant, c'est elle qui demande de l'aide. » Silence. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai dit « Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste l'équilibre. » Elle a hoché la tête. « Je comprends maintenant ce que tu voulais dire. » Quoi? Que la dignité ne se perd jamais, même quand tout le reste s'écroule. J'ai souri. Exactement. En septembre 2024, Valentin est entré en CP, école publique. Dans le 16e, certes, mais publique. Parce que Gracielle et Théomir n'avaient plus les moyens de payer l'école privée. Gracielle me l'a dit sans honte, sans gêne. Elle a dit « On a fait des choix, on doit vivre avec. » Et je l'ai respectée pour ça. En décembre 2024, nous avons fêté Noël, chez moi, dans mon petit appartement du 19e. Gracielle, Théomir, Valentin. Juste nous 4, pas de cadeaux extravagants, pas de décoration luxueuse, juste un sapin, des bougies, un repas simple. Valentin a ouvert ses cadeaux, des livres, des jouets en bois, un puzzle. Il était heureux. Théomir m'a dit « Madame de Beaumarchais, merci de nous recevoir. » J'ai dit « C'est normal, vous êtes ma famille. » Il a souri, un vrai sourire, humble. Et ce soir-là, j'ai compris.
J'ai compris que la justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Elle n'est pas dans la vengeance. Elle est dans la transformation. Théomir avait perdu son arrogance. Gracielle avait retrouvé son authenticité. Madame Costa avait perdu son piédestal. Et moi, j'avais gagné ma dignité. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025. J'ai 59 ans et je me tiens debout dans mon petit appartement du 19e arrondissement, celui que je n'ai jamais quitté, celui que j'aime. Ce soir-là, dans cette salle de réunion aux murs de verre, quand mon gendre a dit « Gente pauvre non santa acquis », j'ai compris quelque chose. J'ai compris que la dignité ne demande jamais la permission de s'asseoir. Elle se tient debout, tranquille, silencieuse, et elle attend. Gracielle vient me voir toutes les semaines maintenant, seule parfois, avec Valentin, souvent. Nous parlons, nous rions, nous nous retrouvons. Théomir a reconstruit son cabinet, plus petit, plus humble, plus honnête. Il ne parle plus de se positionner. Il parle de servir ses clients. La famille Costa a vendu la villa de Bordeaux. Madame Costa porte moins de bijoux. Monsieur Costa a pris sa retraite. Et moi, mon cabinet continue de prospérer. Mais je n'ai rien changé à ma vie. Je vis toujours ici, dans ces 45 mètres carrés, parce que le bonheur ne se mesure pas en mètres carrés. Valentin m'appelle Mamie Isaline, maintenant. Il vient dormir chez moi un week-end par mois. Je lui raconte des histoires. Je lui apprends que la vraie richesse, c'est la dignité. Il y a quelques jours, il m'a demandé « Mamie, pourquoi tu habites ici et pas dans un grand appartement comme maman ?» J'ai souri. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut ici. L'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'amour, la paix et savoir qui on est. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait déjà. Ce que j'ai appris, c'est simple. Le silence peut être une force, mais il ne doit jamais être une prison. J'ai gardé le silence pendant des années, par dignité, par amour, par peur aussi. Mais le jour où j'ai parlé, le jour où je me suis montré, tout a changé. Pas parce que j'ai humilié quelqu'un, mais parce que j'ai arrêté de m'humilier moi-même. Aujourd'hui, quand je croise mon reflet dans le miroir, je vois une femme qui a bâti quelque chose, une femme qui a élevé une fille, une femme qui a survécu au jugement et qui a gardé sa dignité. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Parce que nous ne sommes pas définis par ce que les autres voient, nous sommes définis par ce que nous savons être vrai. Et moi, je sais qui je suis. Je suis Isaline de Beaumarchais, j'ai 59 ans. Je dirige un cabinet de 12 millions d'euros. Je vis dans le 19e arrondissement. Je bois du thé le soir, je lis sur mon canapé, je vois ma fille chaque semaine. Je serre mon petit-fils dans mes bras, et je suis en paix. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. À ceux qui humilient, elle rend l'humilité. À ceux qui jugent, elle rend le jugement. Et à ceux qui gardent leur dignité, elle rend la paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.